Wow. Qu'est-ce que tu fais? Je galère un peu avec le R5. Tu vois, là, j'ai rajouté du son. Et en fait, dès que je commence à connecter des câbles sur le côté, surtout avec le L-bracket, tu vois, l'écran se rotule, tac, il vient et il se coince. Je comprends. Mais est-ce que tu as pensé à utiliser un moniteur externe? Tu sors ça d'où? Portkey vient de sortir le LH5P, un moniteur parfaitement adapté aux hybrides avec son format compact et sa structure en aluminium. Pourquoi tu parles comme ça? Tu contournes les limitations du R5 et tu gagnes au passage un écran Full HD 5 pouces 5 tactile avec une luminosité de 1700 nits. Pas mal. Mais tu parles à qui Et tu gagnes aussi plein de fonctionnalités absentes du R5 comme le Vector Scope, le Waveform et tu as même une décompression anamorphique. Ok, on est dans une sponsor. Non. T'es en train de me filmer là? Non. Mais t'es en train de monter la vidéo carrément là? Non. Tu peux aussi contrôler une grande partie des réglages de ton boîtier à travers son interface tactile. Non. Enregistrement, vitesse, ISO, mise au point. Mais moi tout ce que je voulais c'était régler cet appareil tranquillement. Tu vois? C'est tout. C'est tout. Non. Voici comment régler son R5 partie 2. Cette partie va être cette fois consacrée à la vidéo. Niveau longueur, technicité et ennui, on se situe à peu près comme la précédente. Non, tu sais quoi? On va essayer de faire encore plus technique et encore plus long. Alors, attrape ton duvet et de quoi manger et préviens ta famille proche parce qu'on est parti. Et on est parti pour un moment. Mon rig vidéo, ou plutôt mes rigs vidéo, je me suis fait mal. En run and gun hybride, j'essaie de rester léger et épuré, avec la même config qu'en photo, mais avec des filtres ND de la marque Freewell. Et d'ailleurs, je vous ferai peut-être une petite review sur ces fameux filtres, parce qu'il y a du très bon et il y a du très... Pour les projets vidéo purs, mon rig s'alourdit. Alors je suis pas un fan de cage et pour mon boîtier principal, je préfère opter simplement pour une fixation du moniteur sur la griffe. Sinon, j'y place aussi une poignée si je veux un deuxième point d'ancrage pour un micro par exemple. Et en plus, ça peut servir de poignée. Et ça se déploie super rapidement sans devoir démonter mon L-bracket. Pour le son, j'y colle soit un micro Rode VideoMic Pro, soit un récepteur cravate Sennheiser. Dès qu'il commence à y avoir de la prise de son, ce boîtier commence à nous montrer les limites du form factor d'un hybride. Les câbles entrent en contact avec l'écran sur rotule, ce qui ruine carrément son utilisation. Du coup, pour les interviews, le reportage ou même cette chaîne YouTube, j'opte pour un moniteur déporté, Portkey LH5P. Vous l'avez compris, ce moniteur m'a été envoyé par la marque et je vous avertirai toujours quand je n'ai pas acheté un matériel dont je parle. Ce moniteur ajoute au R5 pas mal de fonctionnalités qui le rapprochent un peu d'une vraie caméra. D'ailleurs, il m'accompagne aussi sur mon troisième rig pour le mouvement basé sur un Ronin RS2. Il est extrêmement portable et il est livré avec une case ultra compacte, voire trop compacte même, car on peut juste y mettre l'écran. Les câbles et la batterie, eux, ça voyage dans l'ampoule rectale. Pour conclure, il match vraiment bien avec le R5 en termes de poids, de taille, de construction et même de colorimétrie, il faut le dire. Et en plus, ce petit moniteur reste relativement accessible. Allez, on attaque le mapping des boutons pour la vidéo. On reste sur les mêmes réglages qu'en photo pour la majorité des boutons, à l'exception de 2. La F-On active et désactive désormais le guide de mise au point. Pour ceux qui aiment shooter en focus manuel, cette fonction est juste surpuissante. Et à mon goût, ça rend le focus picking juste inutile sur le R5. Et enfin, le bouton de mémorisation d'expo qui active et désactive maintenant les zébras. Et vous allez voir que le zébra peut être extrêmement utile si vous voulez, comme des petits malins, shooter en log. Mais ça, on va le voir tout à l'heure. Pour assigner ces fonctions, direction le menu orange, page 3, personnaliser les touches, AF On, guide de mise au point, ou alors mémorisation d'expo, zébra. Et voilà pour les boutons. Ha! Ah non. Ah non, je refais pas le tour des autres. Non. J'ai perdu mon âme dans la précédente vidéo. Allez y jeter un œil, car là, on va se concentrer sur les menus vidéo du R5. Et vous allez voir, le R5 comporte pas mal de trucs tordus. Pardon, de subtilité. Menu rouge. Pour les résolutions et les framerate, je vous laisse faire votre marché dans ce que vous propose le R5 et je vous conseille vivement de programmer C1, C2 et C3 avec différentes combinaisons, histoire de ne plus perdre votre vie à changer de combinaison. Et là, on va attaquer les subtilités, donc il va falloir se concentrer. Je le dis et je le répète, quand vous êtes en photo, le mode C3 vidéo est en stand-by en permanence, ce qui vous permet de l'activer rapidement en appuyant sur le bouton enregistrer. Oui, mais si vous mettez un mode qui chauffe,
4K HQ, 4K 120 ou même 8K sur ces 3 vidéos, vous pouvez avoir des alertes de surchauffe alors que vous êtes en photo. Et j'ai eu déjà pas mal de messages à ce sujet. Donc programmez un mode léger sur C3 et gardez ceux qui chauffent pour C1 et C2. Et pour fluidifier le switch photo-vidéo, comme dit dans la précédente vidéo, j'ai programmé le bouton MFN pour m'amener sur le dernier mode vidéo utilisé. Je n'utilise donc plus le bouton enregistrement pour passer à la vidéo. Pour programmer MFN, vous connaissez le chemin, menu jaune, page 3, tout ça. Perso, j'ai mis C1 en 4K 120 log 3, C2 en 4K 50 log 3 et C3 en 4K 25 log 3. De quoi pouvoir réagir vite devant tout type d'action et d'éclairage. Et je garde le mode manuel en 4K 25 8 bits avec un profil couleur personnalisé que je poste ici. Pour les shoots où on contrôle la lumière, comme ce facecam par exemple, et où on n'a pas besoin de taper dans la dynamique, ça enlève beaucoup de boulot en post-prod. Et en plus, j'aime bien les couleurs qui sortent de ce boîtier, parce que le log demande quand même pas mal de savoir-faire pour sortir des couleurs potables. Et on va en parler d'ailleurs de ce log, on va en parler. Alors accrochez-vous parce qu'on va devenir pointu. On était déjà pointu? Alors on va vulgariser le log. Quand vous filmez en H264 8 bits avec un profil d'image, votre capteur envoie un signal brut que l'appareil va traiter. Il va appliquer une courbe de gamma pour définir ce qui est noir, ce qui est blanc, et puis dispatcher les niveaux de gris pour obtenir un rendu réaliste et esthétique. Puis il ajoute aussi sa petite tambouille magique, genre denoiser, netteté, saturation. Vous avez un peu de prise sur le rendu en choisissant et en réglant un profil d'image, mais ça s'arrête là. Certaines infos de luminance seront volontairement perdues pour avoir un rendu cool dès la sortie du boîtier. En log, on oublie les belles images en sortie de boîtier, la courbe gamma est appliquée pour sauvegarder un max d'informations du capteur et le retravailler à sa guise par la suite. Et le fait qu'on soit en 8 bits nous offre 1024 tonalités par chaîne au lieu des 256 tonalités du 8 bits. À partir de là, vous avez un max de matière pour vous débrouiller tout seul, mais cela va demander un peu d'huile de coude. Voilà pour le log dans les grandes lignes. Canon propose 3 courbes différentes. Le log 1 qui propose 12 stops de dynamique avec un ISO natif 400. Le C-Log 2 qui propose 16 stops, ce qui est énorme, de dynamique avec un ISO natif de 400, mais ça demande quand même pas mal de travail en post-prod. Et enfin le C-Log 3 qui offre 14 stops de dynamique et qui est un bon compromis, mais bosse à ISO 800. En gros, il a les basses lumières du log 1 et les hautes lumières du log 2. Le R5 ne pouvant sortir que 14 stops de dynamique, Canon n'a pas implémenté le log 2, qui est plutôt réservé à leur gamme cinéma. Donc arrêtez de râler, puisque le log 2 est inutile sur le R5 qui n'a pas assez de dynamique pour l'exploiter. Et le log, ça ne s'expose pas n'importe comment. Il est grandement conseillé de surexposer au maximum votre log sans clipper, attention, sans clipper, sans toucher le bord de l'histogramme. Vous limiterez ainsi le bruit, car en vidéo, on aime bien baisser les lumières, mais on n'aime pas relever les ombres. Parce que 10 bits, c'est cool, mais c'est pas énorme. Non, non, pas de blague, s'il vous plaît. Non, pas de blague. Bon, vous avez compris? Bon, allez, on complexifie un peu. Trop exposé, bah c'est pas cool non plus. Voilà. Bon, je vous ai demandé de vous coller au bord de l'histogramme, mais tout ce qui sera trop près du bord de l'histogramme sera aussi dégradé. Sur une waveform, tout ce qui est entre 90 et 100 IRE ne contiendra plus d'informations couleur, mais juste des informations de luminance. Ce qui n'est pas cool si vous calez par exemple votre ciel dans cette zone pour retrouver les couleurs après en post-prod. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on garde son calme déjà et on sort le Zebra. Et oui, on sort le Zebra qu'on va programmer à 85 IRE et ce sera notre limite de surexposition. Pour tous les éléments en tout cas dont on veut garder la couleur comme le ciel, le soleil évidemment on s'en fout. Puis la zone du log comportant un maximum d'informations couleur pour un minimum de bruit se situe vers 65 IRE. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on programme un deuxième Zebra à 65 et on s'en servira pour exposer nos sujets importants comme un visage dans une interview par exemple. Voilà pour le log. Bossez au Zebra et à l'histogramme. Et encore mieux au waveform si vous avez un moniteur comme le Portkey LH5P. Shut up! Et ne croyez surtout jamais ce que vous dit l'écran. Jamais. L'écran vous ment. Et maintenant, on va parler de surchauffe avec une fonctionnalité trop ignorée qui peut réellement débrider votre R5 si vous savez l'utiliser. Je veux parler de la veille basse définition que vous trouvez en page
8. Ce mode réduit la résolution envoyée aux écrans quand le boîtier n'enregistre pas, ce qui peut diviser par 5 vos chances de surchauffe en fonction de votre manière de shooter. Et économiser aussi une tonne de batterie. Mais attention, si vous filmez avec un enregistreur externe, cela va dégrader votre signal HDMI et donc la qualité enregistrée. 3 solutions pour contourner le problème. Première manière, vous pouvez désactiver la veille basse définition quand vous enregistrez avec un moniteur externe. Mais 2, vous pouvez aussi appuyer sur le bouton enregistrer de votre boîtier pendant que vous enregistrez avec votre enregistreur externe, mais vous perdez aussi la plupart des avantages d'un enregistreur externe, à savoir l'enregistrement illimité, l'absence de surchauffe, ce genre de trucs. Et 3, vous pouvez aussi filmer en RAW, car le signal brut n'est pas concerné par les compressions de qualité. Voilà. Non, si, non, pas voilà, non, pas voilà, pas voilà. Un dernier petit truc que je viens de découvrir en matant la vidéo de présentation du R5C, où Canon nous présente allègrement la fonction Dual ISO du R5C. Et oui, le R5C apparemment fonctionne en log 3 à ISO 800 en natif et à ISO 3200 en natif. Et je me suis dit, mais attends, enfin, il n'y a aucune raison que le R5C est un double ISO natif et pas le R5. Donc, j'ai fait ma petite enquête, j'ai fait mes petits tests et je me suis rendu compte que le R5 avait un double ISO natif aussi. ISO 800, que vous connaissez tous pour le log 3, mais aussi ISO 3200. Et oui, et en faisant mes tests, je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir une image plus clean à 3200 ISO qu'à 2500, mais aussi qu'à 1600 ISO, et même qu'à 1000 ISO. Donc vous avez tout intérêt à exploiter ces doubles ISO natifs pour vos expositions quand vous shootez en log. Voilà. Et maintenant on rentre dans la partie où je vous supplie de vous abonner et de cliquer sur cette cloche bleue et de balancer plein de commentaires histoire de titiller l'algorithme et que cette chaîne prenne enfin son envol. Et c'est aussi le moment où je dis mon nom, je dis bison bleu et je vous dis ciao.